Bonsoir à tous, on est là ce soir pour pour vous parler plutôt d'une nouvelle rubrique de Golasso. On va mettre en avant les différents coachs de notre pays, des coachs. On sait que notre pays aime bien former de très bons coachs en ce moment, depuis l'émergence de José Mourinho. Donc aujourd'hui, on va mettre en avant tout simplement le récent finaliste de la Copa Libertadores, Abel Ferreira. Abel Ferreira qui s'est, avec son équipe de Palmeiras, qualifié dans la souffrance hier soir, dans la nuit, contre River Plate. Voilà, donc défaite 2-0, c'est sûrement la plus belle défaite de cet entraîneur, c'est lui-même qui le dit d'ailleurs. Et avec moi pour m'accompagner, qui de mieux que Mathieu, voilà, c'est Mathieu, je sais que c'est quasiment ton deuxième coach préféré après Paulo Fonseca. Donc Mathieu, comment tu vas? Salut Alex, bonsoir ou bonjour à tous nos auditeurs. C'est un plaisir de parler de cet entraîneur. Il faut savoir aussi que c'est le premier sujet Golasso en direct. C'était sur Braga et c'était aussi sur les saisons de la deuxième saison d'Abel Ferrara. Donc Abel Ferrara a un peu ouvert Golasso et donc un an et demi après on en reparle pour ces faits, ces beaux faits du côté du Brésil. Donc ça me fait très plaisir. Donc Mathieu, on va parler un peu du parcours de Abel qui a commencé, en tant qu'entraîneur, ça a commencé avec les Sporting U19. Hein. J'ai peu de souvenirs de ça, on va pas se mentir, c'était en 2012, donc je me rappelle plus trop de ça. J'ai plus de souvenirs avec le Sporting B, et ensuite voilà, ça enchaîne, il part à Braga B, et après il fait ensuite 3 ans avec ton club préféré. On se rappelle aussi de son premier match officiel contre le Sporting, où vraiment ça le met en avant. Donc voilà, Mathieu, je te laisse parler un peu de son parcours et à quel moment, selon toi, tu as vu que vraiment il avait les capacités, les épaules pour entraîner un club qui lutte pour les 4 premières places du championnat portugais. Alors Alex, son parcours, de ce qu'on sait, voilà, c'est un seul titre au final, c'est un seul titre de champion U19 avec le Sporting. Donc, comme tu as dit, moi non plus, hein, je regardais pas les championnats U19 à l'époque, donc je peux pas savoir comment son équipe jouait ou en tout cas au vu des 34 matchs, 22 victoires, ça doit être une victoire méritée, un titre mérité. Puis voilà, il y a eu le Sporting B, la brouille avec Bruno Carvalho là, à cette époque-là. Braga, son ancien club en tant que joueur, le recrute, le ramène. C'est vrai que c'était deux premières saisons en équipe B, pas un peu neutre, mais c'était une équipe B aussi qui était plus, il y avait pas vraiment de formation encore, donc c'était plus de la post-formation et pas mal de joueurs de deuxième division qui méritaient, je dirais pas d'être là, mais en tout cas c'était pas une équipe très compétitive. Elle a commencé à vraiment être très, très compétitive en 2016-2017. Il y a eu l'émergence notamment d'un Bruno Chadas à l'époque qui fait que cette équipe B de Braga était vraiment très belle à suivre, et surtout c'était plus beau à suivre l'équipe B cette époque-là qui jouait le podium que l'équipe A. C'était l'année de P0 Georges Simon, et ça avait été un peu pénible du côté de Braga. Et c'est vrai qu'il fait la fin de saison c'est vrai qu'entre temps il avait fait ce match au Sporting face à Jesus où il bat le Sporting 1-0 à l'Alvalade en décembre 2016, et déjà on se demandait à cette époque-là, mais est-ce que ce serait pas aussi un peu l'homme de la situation, l'homme qui connaît la formation un petit peu et qui pourrait qui connaît le club depuis maintenant qu'il était là depuis presque 2 ans et demi déjà. Donc voilà. Antonio Salvador avait déjà signé avec Georges Simon à l'époque et ça s'était pas bien passé. Il est revenu avec donc Abel Ferreira. Je pense qu'il a gardé dans un coin de sa tête, et forcément avec cette victoire face au Sporting, qui était un Sporting fort, le Sporting de Jorge Jesus, deuxième saison, qui finira troisième en fin de saison, mais qui a notamment fait ce match face au Real Madrid. Donc voilà. Et c'est vrai que ta question elle est légitime sur cette fameuse saison de 2017-2018. On en a souvent parlé dans Golasso, j'en ai souvent parlé de cette fameuse saison avec lui, en fait, ses premiers principes et ses fondements du fameux 3-4-3 du côté de Braga, qui a un peu lancé je dirais pas cette défense à 3 portugaise, en tout cas cette construction à 3 du côté des clubs portugais. C'est un peu lui qui a démocratisé ça. Je pense qu'il s'est aussi un peu inspiré de Paulo Sousa qui commençait à le faire déjà à peu près à la même époque, un petit peu avant, hein, du côté de la Fiorentina, donc du niveau, en tout cas au niveau des coachs portugais. Et voilà, et j'ai compris ça, j'arrive assez tôt. C'était le match face à Hoffenheim. On a comme aussi pas mal parlé de ce fameux premier match face à Hoffenheim où il bat Julian Nagelsmann en Allemagne. Hoffenheim qui était super favori avant ce match, un Braga qui est en reconstruction, logique, avec des bonnes individualités. C'est vrai qu'en ce début de saison, Jean-Carlos Teixeira et qui d'autre? J'ai plus le deuxième. et c'est un but de Diego Souza.
qui avait Saïd, marqué sur non? une place. Non, Ah c'était oui, Diego Souza sur un but sur une passe décisive de Jgai, il me semble. c'est ça, voilà. Euh, donc voilà, c'est vrai que c'était un match très tactique après le premier but de Soffanem qui ouvre le score. Et c'est vrai que la fin de match, avec ces nombreux changements, passage en 4-4-2, puis défense en 4-3-3, c'était un beau match. Et là, tu sentais quand même la fibre d'un entraîneur tacticien, d'un entraîneur très méthodique sur ce qu'il veut mettre en place. Et tout de suite, c'est vrai que c'était ma grande interrogation parce que c'est vrai que voilà, à l'époque, je me disais, est-ce qu'un entraîneur d'une équipe B qui est entraîné, qui a vu qu'au final, qui avait qu'une seule saison de véritable réussite dans championnat de deuxième division, allait pouvoir redonner ses lettres de noblesse du côté de Braga, enfin du côté de l'équipe première de Braga. Et il a très bien fait parce que cette saison de 2017-2018, comme j'ai dit, eh ben, on a encore cet héritage du côté de Braga, cette fameuse construction à 3, ce 3-4-3 avec ballon, ces dynamiques en construction et qui font que Ruben Amorim les a utilisés à utiliser ces bases, car il les utilise encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que ces deux entraîneurs aussi sont arrivés dans des conditions un peu plus favorables à ne pas tout réimplémenter à leurs arrivées du côté de Braga. Donc même en 2021, on sent encore ce travail. Et sur cette saison 2007-2018, c'est vraiment une saison incroyable du côté de Braga. C'est vrai que Braga ne finit que quatrième, mais avec 75 points, c'était le plus haut total de l'histoire du club en championnat, sous 38 journées, sur 34 journées, sur 30 journées, en proportionnellement, il y avait celle de 2009-2010 était plus haute. Et voilà, plus de 100 buts marqués, voilà, il a battu énormément de records cette année-là du côté du Sporting Club de Braga. Et voilà, c'était la saison charnière qui l'a quand même propulsé au Portugal en tout cas parmi les meilleurs entraîneurs du pays. Ouais. Tu l'as énoncé un peu là précédemment. Quel est son modèle de jeu, son système préféré, voilà, tout ça. Et à Braga, ça a été, enfin c'est très malléable. Abel Ferrara est un entraîneur très entre guillemets stratégique. Il va quand même beaucoup s'adapter au contexte. Du côté de Braga, il avait quand même un contexte d'une équipe qui avait plus le ballon, qui avait forcément la plupart du temps durant ces matchs le ballon, et donc il a fallu trouver des solutions pour surpasser certains blocs bas. Ça a marché lors de sa première saison, très bien marché. Deuxième saison, il a eu plus de difficultés à utiliser. Je l'avais encore parlé d'ailleurs lundi dernier sur l'utilisation du couloir central où c'était plus compliqué. Sa deuxième saison est moins bonne, même si en termes statistiques, elle a été quand même impressionnante. Et donc voilà, à Braga, c'était cette fameuse construction en 3-4-3, mais 3-4-3, mais avec un latéral qui faisait partie de cette construction. C'était Marcelo Goiano à l'époque, et c'était en fait on disait souvent que Braga jouait avec deux arrière droits et que c'était défensif, alors que pas du tout. C'est juste qu'on avait un Jgai qui était piston quand on avait le ballon et qui jouait sur tout ce couloir droit et qui avait la responsabilité de tout ce couloir droit, et un Marcelo Goiano qui lui restait lorsqu'on avait le ballon dans cette construction à 3 avec notamment à un moment Ricardo Ferrara, mais surtout Bruno Viana et Raúl Silva de l'autre côté qui construisait, qui était défenseur central gauche avec ballon et qui restait lui par contre défenseur central quand on n'avait pas le ballon. C'est vrai que quand on n'avait pas le ballon, c'était surtout du 4-4-2 avec Eshgal qui était milieu droit dans ce fameux dans ce système de ces deux premières saisons. Puis voilà, sur cette c'était une équipe qui apprend lors de sa saison 2017-2018, donc la deuxième entière qui fait à Braga. On a vu pas mal de matchs où comme la sensation que, étant donné qu'on avait du mal, on avait l'impression quand même que les équipes adverses, même les plus petites, ont commencé à comprendre comment ça fonctionnait un peu et qu'il avait un peu de mal à se réinventer, qu'il prenait parfois les matchs un peu trop de façon très unique et qu'il fallait tout le temps s'adapter à l'adversaire et que quand ça marchait pas, on avait l'impression que l'équipe manquait de créativité. Parfois c'était un petit peu, un petit peu très automatique et trop automatique et ça laissait peut-être un manque de place à la créativité. Mais c'est vrai qu'entre ces deux saisons-là, il y a quand même la perte au milieu de terrain de pas mal de joueurs. Il perd Nikola Vukcevic qui était lui un récupérateur, et c'est vrai que les arrivées de Claude Emir et de Paligne à l'époque font bien le travail. C'était plus au niveau de la créativité au milieu de terrain. Il perd André Horta, Jean Novais le remplace pas en termes de rendement suffisamment à ce poste-là. Aujourd'hui c'est bien mieux, mais à l'époque c'était pas aussi bien. Et voilà, on a un Ricardo Horta qui fait pas une super saison, et donc dans ce fameux jeu entre les lignes, ça a été plus compliqué. Paulinho est blessé très longtemps durant la saison. Braga sur lors de cette deuxième saison fait quand même 67 points en 34 journées, donc l'année dernière on a fini sur le podium avec seulement 60 points, donc c'était quand même raisonnable malgré le fait que à cette époque-là c'était pas une bonne opération. Braga visait mieux. Il y a eu la non-qualification en Ligue Europa dans ce fameux match à Zoria aussi. Donc il y a eu pas mal sur cette deuxième saison, pas mal
d'échecs, faut le dire, même si ça ne veut pas dire que la troisième saison aurait pas pu être meilleure, loin de là, quand on voit ce qu'on a réussi à faire avec tous ces changements d'entraîneur la saison dernière. Donc voilà, donc ça reste un entraîneur qui pense le match de façon très singulière. Voilà, c'est comme même en Grèce, hein, ça reste un entraîneur qui avec le PAOK a plus le ballon que n'importe quelle équipe à part peut-être l'Olympiakos, et qui pourtant face à Benfica lors de ce match de début de saison a laissé le ballon totalement à Benfica, a quasiment défendu lors d'une première mi-temps, et sur les 2-3 contres où le PAOK a enfin réussi à sortir, a réussi à marquer et à être efficace. Donc voilà, c'est un entraîneur qui dit souvent qu'il y a un discours déjà sur le niveau du jeu que j'ai toujours trouvé éclaircissant, qui a aussi au Portugal cette image, et on le voit un peu aujourd'hui avec ce qui se passe avec Palmeiras, c'est-à-dire on reproche un peu aux médias portugais de ne pas lui donner la reconnaissance qu'il mérite, parce que voilà, il a quand même beaucoup parlé entre guillemets sur les grands, sur ce qui se faisait au Portugal, sur le rôle des médias, et pas toujours de foot, même s'il a aussi beaucoup parlé de foot, mais il voulait parler de tout, et c'est peut-être aussi cette image là qui s'est un peu créée, un peu une sorte de mauvaise image qui s'est créée, à vouloir un peu tirer un peu sur tout le monde pour sonner la sonnette d'alarme. C'est vrai que là, tu soulignais tout à l'heure qu'il avait peut-être parfois pas du mal à s'adapter aux équipes, mais de jouer d'une seule façon. Et on voit que là, justement, j'ai l'impression que son départ à Étranger, notamment, donc il part à l'été 2019 au PAOK. Et ensuite, là, depuis novembre 2020, il est à Palmeiras. J'ai l'impression quand même qu'il s'adapte de mieux en mieux à ce qu'il a en face. On l'a vu notamment contre River Plate au match aller. Je parle pas du match retour hier qui était catastrophique en tout point, où vraiment je pense que River était vraiment trop fort hier. Mais voilà, on a vu au match aller où vraiment il s'est adapté, il a laissé le ballon totalement à River, et voilà, il a montré que comme quoi il pouvait aussi jouer en bloc, alors il y a peut-être eu quelques saisons auparavant, il aurait incité sur ses principes de jeu, il aurait peut-être pas gagné 3-0 ce match-là, Mathieu. Ah, je suis d'accord avec toi. Ce qu'on lui a aussi beaucoup reproché à Braga, c'est de ne pas réussir à battre les grands. Alors, il n'arrivait surtout pas à battre Benfica et Porto. Le Sporting les a quand même battus 3 fois en 2 saisons et demie. Donc, c'était surtout Porto et Benfica, qui étaient peut-être d'autres Porto et Benfica, peut-être un peu plus forts que maintenant. Mais c'est vrai que c'était un des reproches du fait que même parfois, soit il s'adaptait trop, soit il s'adaptait pas assez. Et il n'y avait jamais ce bon équilibre. Et notamment lors de ces grands matchs, quand on mettait la pression à Braga, quand ces équipes-là qui sont capables de mettre mieux la pression, l'équipe n'arrivait pas à ressortir, et l'un de ces derniers matchs, c'est ce 4-1 encaissé par Benfica. Je parle pas du 6-2 qui est un match ubuesque en tout point, en termes de réalisme du côté de Benfica. Le 4-1 est plus significatif. Braga qui fait une super première période, on sentait cette volonté de presser la première phase de construction de Benfica, de quasiment rien laisser passer. Benfica quasiment pas d'occasion de la première mi-temps, et la deuxième mi-temps où tu n'arrives plus à t'adapter, tu n'arrives plus à comprendre le match comme il est, et tu prends une vague rouge et tu prends 4 buts en deuxième période. Et donc voilà, je dis pas que ça aurait pas pu s'améliorer sur une possible troisième saison, mais en tout cas c'était le point vraiment amélioré, c'était ces matchs face à plus fort que toi entre guillemets. En Ligue Europa pourtant ça avait plutôt bien fonctionné, voilà, ce match à Hoffenheim notamment, mais dans les compétitions nationales ça avait été très compliqué. Il a jamais battu Porto avec Braga, il a jamais battu Benfica avec Braga, il fait qu'un match nul en Coupe de la Ligue lors de sa première saison, donc ouais, je suis d'accord avec toi. Et sur ces derniers matchs, que ce soit face à Benfica, avec le PAOK, ou aujourd'hui avec Palmeiras en Coupe en Libertadores, on sent un entraîneur déjà qui est beaucoup plus sûr aujourd'hui de ce qu'il fait lorsqu'il y a un match très important, et c'est aussi peut-être ce qui lui manquait pour enfin obtenir des titres, parce qu'on l'a dit, il n'a pas gagné de titres depuis sa saison en U19 du Sporting, donc voilà, c'est pas en senior en tout cas, il n'a rien gagné. Et donc aussi, ça fait aussi partie d'un processus d'un entraîneur qui est jeune, qui a que 42 ans, qui a entraîné Braga quand il avait 39 ans déjà, donc c'est un entraîneur jeune qui avait aussi besoin, même s'il a toujours montré cette connaissance tactique, vraiment cette capacité aussi à vouloir rendre le match vivant par des changements tactiques, par des changements de système en cours de match et tout. Et lui-même le dit que peut-être que l'avenir du football, ce sera peut-être des changements brutaux de système en cours de match, véritablement sans réelle raison, en tout cas sans réel changement de la part de l'adversaire. Voilà, pour essayer de toujours brouiller un peu plus les pistes vis-à-vis de l'adversaire, parce qu'aujourd'hui, voilà, ce qu'il expliquait, c'était qu'aujourd'hui on s'observe de mieux en mieux, les équipes ont des staffs très important, et donc au final en observant une équipe
2-3 semaines avant un match, on sait à peu près tout ce qu'elle est capable de faire, mais est-ce qu'on est capable de tout anticiper? Et ça, c'est une des questions qui se posent souvent. J'ai l'impression qu'à Braga, il s'est beaucoup trop posé la question sur sa deuxième saison, ce qui a causé un peu les fameux échecs, et qu'aujourd'hui, le match d'hier, enfin de ce matin, un peu vraiment, je trouve le contexte un peu bizarre parce qu'il y avait 3-0 pour le Palmeiras et on voit souvent même en Ligue des Champions que quand tu as un autant d'avance, comment tu gères ton match et quand tu n'as plus rien à perdre du coup comme River, comment tu gères ton match. Et ben on a vu une équipe qui avait rien à perdre, une équipe qui avait peur presque. Mais même comme ça, le match aller en tout cas est une démonstration d'un entraîneur qui gère mieux ses grandes rencontres comme il le fait aujourd'hui avec le PAOK et Palmeiras en plus cette saison, à la fois face à Benfica et à la fois face au River Plate pour se qualifier pour cette finale de Libertadores. Comme tu as dit, c'est vrai que c'est un entraîneur jeune, 42 ans. C'est un entraîneur qui a une moyenne de points pris par match assez élevée. À Palmeiras, c'est 1,15, au PAOK, c'est 1,15, 1,91. Lors de sa dernière saison à Braga, c'est 1,96. Donc voilà, c'est un entraîneur quand même qui semble avoir un bon avenir. D'ailleurs, en ce moment, ça s'amuse un peu à comparer ses pourcentages de victoire avec Jesus au Brésil. On sait que Jorge Jesus, quand tu l'entends parler, on a l'impression qu'il a gagné tout ce qu'il avait gagné dans le football et limite que la Copa Libertadores, pardon, et c'est ce qu'il y a de plus beau dans le football. Abel Ferreira qui a un pourcentage de victoire plus haut que Jorge Jesus au Brésil, 75,4% contre 71,9%. Quel avenir vois-tu pour cette jeune entraîneur qui est au Brésil, mais on a l'impression que quand les entraîneurs portugais vont au Brésil ou un peu dans des championnats exotiques, on a l'impression qu'ils se perdent un peu, et lui, non, on a l'impression que peut-être ça va lui lancer sa carrière pour plus tard un plus grand club européen. Ouais, c'est vrai que c'est un peu. C'est un peu difficile à. Enfin, je comprends le choix du côté de Palmeiras parce que Palmeiras reste un grand club au Brésil, donc aujourd'hui qui est un club mieux structuré que d'autres clubs au Brésil. Donc je peux comprendre le choix parce qu'il va être dans une structure où, avec quand tu auras le retour des supporters aussi une ferveur et je pense que ce côté émotion lui va aussi un peu bien. C'est un entraîneur qui a souvent été expulsé du côté de Braga, très très souvent pour ses excès d'émotion et de colère parfois au bord du terrain et notamment en conférence de presse. Hein. Vous voyez la conférence de presse après cette fameuse demi-finale de Coupe de la Ligue face au Sporting. Donc le choix, je trouve qu'il lui va bien. En termes de jeu, il s'est adapté. J'ai envie de te dire, en fait, je veux pas dévaloriser ce qu'a fait Jesus l'année dernière parce qu'il n'y a pas à dévaloriser, même si lui il valorise beaucoup trop. Donc on va essayer d'être un peu sur un juste milieu et de se dire que ce qu'il a fait, ça reste quand même fort parce qu'il gagne le Brésil, le championnat du Brésil, il gagne la Copa Libertadores. Et le fait de gagner autant quand tu arrives, c'est pas simple à faire. Donc voilà, Abel arrive à le faire aussi. Et donc c'est aussi une démonstration que ça reste un continent qui dispose d'entraîneurs de peu d'entraîneurs de grande qualité, et pour moi Abel en fait partie. Jorge Jesus en fait partie bien évidemment. Marcelo Gallardo, ce qu'il fait hier montre aussi qu'il a plus de qualité que ce que je lui ai envoyé sur les matchs que je voyais du River Plate ces dernières saisons, même si j'en voyais pas beaucoup non plus. Donc voilà. Il y a peut-être aussi l'entraîneur de Sao Paulo, Diniz, qui est aussi un très bon entraîneur et qui va peut-être gagner le championnat du Brésil cette saison. Donc voilà, je trouve qu'il y a très peu de très bons entraîneurs, et donc quand tu es vraiment un bon entraîneur comme il l'est, forcément peut-être voilà, en quelques mois, enfin en quelques semaines, tu sens quelque chose et tu sens que l'équipe prend un avantage tactique assez impressionnant vis-à-vis de tous ses adversaires. Et donc je trouve que c'est un peu ce qui arrive à Palmeiras aujourd'hui. Voilà, après maintenant je trouve que voilà, pour se faire remarquer, peut-être pas forcément au Portugal, parce qu'au Portugal il n'a pas besoin d'aller au Brésil pour se faire remarquer, pourrait peut-être aller voir encore ailleurs et dans un championnat, dans un plus haut championnat. Il va falloir gagner et peut-être un peu tout gagner, c'est-à-dire montrer qu'on est vraiment trop fort pour ce continent, c'est-à-dire gagner la Libertadores, gagner le championnat du Brésil l'année prochaine s'il reste une deuxième saison. Il n'y a pas de raison qu'il ne reste pas encore, hein. Il a signé qu'en novembre. Il n'a pas de lien avec un club comme Jesus a des liens avec Benfica et toutes ces rumeurs qu'il y a eu pendant presque 6 mois avant de son arrivée. Donc voilà, il est aussi en finale de Coupe du Brésil, donc il peut déjà faire le doublé en quelques mois. Donc voilà, l'avenir pour moi, il est bon. Enfin, c'est pas un mauvais choix parce que il va peut-être gagner en palmarès, et ça c'est ce qui lui manquait, gagner des titres et voilà. Mais
c'est pas l'Europe, ça n'a rien à voir, et donc forcément pour montrer qu'il fait partie vraiment des meilleurs, bah, ce serait bien de gagner cette Libertadores, aller en Coupe du Monde des clubs pour montrer son palmarès, ce genre de choses, ce serait évidemment très, très bien pour lui, et c'est un peu, je trouve, le seul moyen pour vraiment se faire remarquer, c'est de tout gagner en Amérique du Sud et montrer que bah, il est bien trop fort pour ce continent. Ok Mathieu, bah, je pense qu'on a été complet sur cet entraîneur qui voilà, on espère qu'il va gagner la Copa Libertadores, qu'il va gagner aussi la Coupe du Brésil, là, qui joue ce week-end, je crois, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ce Je week-end. sais pas ouais, c'est ce week-end. Donc voilà, ouais, non, donc bah, on espère quand même qu'il fera ce beau petit doublé. On espère aussi qu'il arrivera à se qualifier pour les 4 premières places du championnat brésilien pour qu'ensuite, l'année prochaine, il rejoue cette fameuse Copa Libertadores. Mathieu, bah, merci d'avoir répondu présent, d'avoir parlé avec enthousiasme avec enthousiasme et de passion de cet entraîneur que tu aimes tant. Et voilà, donc on essaiera de faire aussi des petits comme ça, plus souvent des petits golassos entraîneurs, parce que ce pays le mérite. Merci à tous de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ce podcast et à vous abonner bien sûr sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux comme Twitter, Instagram, etc. Merci à tous, merci encore Mathieu et ciao ciao. Ciao.